Soit bon, les carnets. Alors, en ce moment, il y a toujours une éculeuse qui fait passer du travail continu là, sur l'atelier d'écriture, le cycle été, et puis ces carnets qui sont une réflexion plus personnelle, peut-être à la limite même, les carnets, c'est ma façon de répondre à mes propositions d'écriture, je sais pas, mais quand on a fait cette petite série sur Claude Simon, moi j'ai eu 2 ou 3 carnets là, liés à Claude Simon, et là j'entame une série où on reparle sur les questions de photographie. Il y a toujours cette question de dire pourquoi si longtemps j'ai tenu la photographie à l'écart. C'est quelque chose que j'arrive pas à trancher, j'en fais juste le constat, c'est-à-dire dans mon grand âge, là on est en 2024, et en 2002, là je l'ai retrouvé dans un tiroir, je l'ai toujours gardé, c'est un tout petit appareil, bon, évidemment il faudrait recharger la batterie si tant est que ça suffirait à le faire marcher, mais c'est tout petit truc à l'époque, évidemment, on avait déjà des téléphones portables, ces gros trucs un peu frigidaires là, mais il n'y avait pas d'appareil photo dedans, on n'aurait même pas pensé à ça. Les appareils photo, c'était évidemment l'argentique, les pellicules. Quand est-ce que j'ai vu un appareil photo numérique pour la première fois? Je crois que c'était à La Grasse en 1997. C'est-à-dire qu'il y avait déjà ces boîtiers, et c'était des expériences fabuleuses qu'on avait fait avec le banquet du livre là, des éditions Verdier, c'est des gros appareils lourdingues, et puis derrière, évidemment, mais tu sortais des fichiers tout petits, et puis ça coûtait très cher, mais quand même, on expérimentait ça. C'est-à-dire que un appareil photo, hop là, je prends celui-ci là qui me sert pas pour l'instant, on pouvait, sur une petite carte, l'insérer directement dans nos processus là, de publication, une sorte de journal qu'on faisait avec François Gouverneur de Rank Xerox. On sortait un quotidien et sans avoir besoin de tirage et de scanner. Et vous savez, déjà ça, on savait transmettre à distance une photographie, c'est 1925. Une photo envoyée simultanément de New York à San Francisco et Chicago. Et c'est autant de H.P. Lovecraft dans son année New York. Lovecraft, quand il arrive à New York, il emprunte le Kodak comme nom générique de Sonia, et il fait des photos de quoi? Des photos d'immeubles. Et moi, évidemment, si on remonte à l'enfance ou même à l'avant-enfance, j'ai eu la chance d'être dans une famille où la photographie était toujours présente, en tout cas plutôt du côté paternel, mais il y avait toujours eu, je les revois toujours, je crois que c'est mon frère Jacques qui les a maintenant, des vieux Kodak à souffler. On dépliait ces trucs-là, des pellicules 6-9, et j'ai même des souvenirs, je me souviens, dans ce coin de Vendée, un exposé qui avait été fait à l'école primaire, ou en 6e, allez, disons début de 6e. J'avais fait un exposé sur un truc qui s'appelait l'usine à huîtres, une espèce de butte très mystérieuse de Saint-Michel-en-Lerme avec une espèce de monticule de coquilles d'huîtres fossiles, et fin 19e, début 20e, on s'en servait pour les donner du calcium aux poules. Le résultat, il reste quasiment plus rien. Mais j'avais voulu, j'y étais allé avec ma mère quand même, mais j'avais fait moi-même le reportage photographique, une pellicule 6-9, on m'avait offert le développement, et l'exposé que j'avais présenté était accompagné de ces photographies. Après, à Civray, c'était le foyer des jeunes. Je me souviens, là, il y avait un club photo. Là, il n'est pas temps que j'en parle. Mais bon, j'ai appris à développer des photos. Est-ce que, disons que c'est des événements extérieurs qui ont fait que j'ai pas continué dans cette direction, mais cette première sensation là du négatif qu'on met dans le bain de révélateur, qu'on touille et puis qu'on bricole, parce que la photo c'est pas une attestation de réel. On dit sur Photoshop ou Lightroom là vous bricolez tout le temps. Bah ouais, mais c'était déjà la même chose qu'on apprenait sous les agrandisseurs avec les petits caches, avec les petits bidouillis. Alors photographier quoi? On allait faire des jolies choses, des reflets, des arbres sur la Charente,
Mais il y a le pli, et ce pli il est important. Par exemple, il y a dans l'histoire des Rolling Stones, dans mon livre sur les Rolling Stones, on demande à un moment à Keith Richards comment il a appris, lui qui avait pas de formation du tout d'ingé son ou quoi que ce soit, à devenir le producteur de leur disque. Quand ils ont viré leur producteur et que c'est lui-même et Jagger qui ont commencé, et il dit, mais moi je me souvenais les cours au lycée technique quand on nous apprenait à développer les photos, les révélateurs. Eh bien, pour moi, produire un disque, c'est ça. Et je me souviens de ce gars parce qu'il avait des chaussures roses à bout pointu. Après, pour moi, c'est le grand vide. C'est-à-dire, des photos d'enfance, j'en ai. Des photos d'adolescence, j'en ai plus. Et c'est là où commence le refus de la photo. Non, tu ne me photographies pas. Quelques petits trucs. C'est un copain en 72 aux Arts et Métiers, Bernard Jousse, qui m'a envoyé. Il avait fait, lui, il avait je crois que c'était un Zénith avec une... Il faisait de l'argentique et grâce à lui, on a quelques portraits là, de ces années-là. J'ai gardé une photo de passeport aussi, mais plus tardive, 79-80. C'est tout. C'est la période de ma vie où j'ai peut-être le plus vu de choses, y compris l'usine. Mais l'usine, pour moi, c'était la décrire, c'était entrer dans les cahiers. Ça, il y avait une vraie passion à transformer en langage écrit. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais? Je voulais le livre. Dans le livre, c'est de la photo. Non, t'as pas de photo. Dans le livre, tu cherches le livre. Il y a eu une exception. C'est l'été 78, parti en juillet, revenu en octobre, c'était à Moscou. Et à Moscou, on nous défrayait en roubles avec de l'argent qu'on ne pouvait pas ramener en France. Il n'y avait pas de possibilité de change. C'est-à-dire qu'on recevait alors qu'en fait, on n'avait rien à dépenser que se dépenser. Mais il fallait bien acheter puisque de toute façon, on recevait cet argent. Et j'avais acheté un appareil photo. Et je me souviens avoir fait au moins une pellicule. Bon, je m'étais baladé, le Kremlin, Place Rouge. Et je me souviens aussi qu'ensuite, l'appareil photo, au retour, j'étais resté là. Et je n'avais même pas fait développer la pellicule. Et au bout de quelques mois, je l'ai donné, cet appareil, parce que bon, quelqu'un que ça intéressait, puis moi, ça m'intéressait pas. Donc, j'ai enlevé la pellicule prise qui n'a jamais été développée, et puis au revoir à l'appareil. Tu vois, et là commence cette nouvelle bifurcation. Alors ensuite, il y a eu publication de mon premier livre. Et dès ce moment-là, régulièrement, d'une part, déjà, il y a des gens qui viennent te photographier. John Foley, et puis plein d'autres. Et donc tu discutes avec eux de leur métier de photographe. Et ça, bien avant les questions de l'Internet, et donc de rencontrer des gens qui publiaient des photos sur Internet et qui utilisaient le site Internet depuis le média de leur activité photographique. Je dis pas de nom, parce que le gars est vexé avec moi, j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est pas grave. Par contre, c'est le moment où très vite j'ai pu collaborer. Ce que ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire que tu marches avec le gars, tu vas en ville et tu vois comment il voit et pourquoi il déclenche et comment il déclenche. Et tu te dis, toi, ce déclenchement, ce qui se passe là, je tenais beaucoup de carnets, de cahiers, ce que tu essayes de capter là, d'un cadrage, d'une silhouette, d'un visage, lui, il le fait avec sa technique. Et ses techniques, ouais, par exemple, le William Klein et les trucs tenus à la main. Et tout ça. J'ai commencé à me former à la photographie. C'était l'année aussi où on découvrait Nan Goldin et puis tant d'autres. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de me dire, il y a ça qui t'intéresse, vas-y avec un photographe, en particulier avec un grand gabarit de 1m94, mais qui photographiait avec le Rolleiflex comme ça, donc finalement les photos prises à cette hauteur-là, que lui est penché dessus, c'est Jérôme Schlomoff. On a travaillé à l'ODEV, on a travaillé avec les SDF à Nancy, on a fait un petit peu d'urbex dans des usines abandonnées. C'était une vraie collaboration avec Jérôme, et on est toujours amis, bien sûr. Il travaillait aussi beaucoup le sténopé, je viens de faire une série de sténopé sur New York Hoboken, et on avait fait un CD avec, y compris ma voix off, là, qui lisait un texte, etc., etc. Donc la photo est devenue présente, mais en se disant toujours,
il y a ta technicité d'auteur et il y a la technicité du photographe. Ce qui correspondait un petit peu aussi à ce que je lisais dans la correspondance de Flaubert. Là, j'ai eu tendance à simplifier. J'avais, combien de fois j'ai raconté cette histoire? Oui, Flaubert au bord du Nil avec Maxime Ducamp qui fait ses plaques de verre, qui met 2 heures, 3 heures pour photographier. Puis lui, Flaubert, qui dit, mais à quoi il passe son temps alors qu'avec les mots, nous. C'est plus compliqué que ça, parce que Flaubert respecte beaucoup le travail de Ducamp, et souvent, quand on lit la correspondance, d'abord, il n'est pas à écrire, sinon à son amoureuse Louise Collet, ou à ses copains Louis Bouillet de ses prouesses de bordel, mais donc c'est pas franchement la question de la religion de l'écriture qu'il pousse, Flaubert. Il passe son temps autrement, mais cette expérience de la vie contre fabriquer des images, oui, là c'est présent dans la correspondance. Et puis quand il faut donner le coup de main à Ducamp, parce que il s'est passé ça une journée, il a fait toutes ses prises de vue et tout ça. Et pour moi c'est venu aussi progressivement, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc là, Baudelaire s'est trompé. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans le peintre de la vie moderne, il y a une espèce de radicalité de Baudelaire qui considère le mouvement, le croquis, la rapidité, la transmission à distance avec Constantin Guy et les trucs qui viennent de Crimée. Maintenant, on sait où c'est la Crimée et la guerre en Crimée. Eh bien, il fallait 8 jours pour que les dessins de Constantin Guy, fait très vite là sur le champ de bataille, arrivent à Londres et soient reproduits dans la presse. Et il y a cet étonnement de Baudelaire. Il dit, mais si on ramène l'image simultanément, à 8 jours près, pour lui c'était ça, ce simultané. Il n'y a plus besoin de récit, il n'y a plus besoin de texte. Donc là, on a une ouverture fondamentale. Puis à côté, on a effectivement ce texte peineux, laborieux de Baudelaire sur la photographie. Le peintre, il vient là avec son apprentissage, avec tout ce qu'il sent, tout ce qu'il traverse. Le peintre nous donne ce qu'on peut pas voir, tandis que le procédé chimique, mécanique, optique, lui, il donne... c'est pas du tout le geste le geste animé avec toute l'étymologie lourde d'animé du peintre. Ça, Baudelaire est passé à côté et c'est plein de contradictions. Vous savez, il y a Rimbaud qui part en Éthiopie et puis dès qu'il est là-bas, il demande, à peine il est là-bas, qu'il demande à sa mère et à sa sœur de lui envoyer tout un matériel de prise de vue, et puis ensuite qu'il envoie les prises de vue, sa première photo à sa mère, parce que c'est une photo surex, on voit à peine sa silhouette avec le casque, un vague palmier, fascinant. Et il y a Zola qui laisse 7000 plaques de verre, donc la construction de la Tour Eiffel au jour le jour, les premiers engins motorisés, des espèces de tricycles à moteur. Et Zola, il est mort à 62 ans, mais juste, il venait de recevoir le dernier Kodak, qui était le premier à pellicule souple, au lieu là. Et c'est passionnant aussi, cette histoire. Nadar qui avait inventé cet appareil qui s'appelle le détective. C'est cette histoire de la miniaturisation à l'intérieur de l'histoire de la photo, comme elle est passionnante. C'est-à-dire, là où on avait des gros boîtiers, des grosses plaques, Nadar, il réduit la taille du boîtier, et derrière la chambre, eh bien, on peut en cliquer, on peut partir le matin avec 6 châssis, et on a juste à changer le châssis, on fait la photo, et le gain est de rapidité et par la miniaturisation. Alors tout ça venait. Puis moi, je me disais, non, c'est un travail tellement sophistiqué que s'il y a besoin de travailler avec des photographies, j'y vais avec un photographe. Alors ça a commencé à changer. Alors ça a changé pour moi en 2002. En 2002, j'avais déjà fait des petites expériences, des petites boules. Alors ça sortait des photos de 32 KO, vous imaginez. Mais ces petites boules, on pouvait les brancher en USB sur l'ordi. Et il y en a sur mon site, mais il faut fouiller. Je me souviens par exemple à l'IEFM de Fort-de-France. J'avais fait une semaine d'écriture. Avec cette petite boule, je la mettais sur l'ordi, je promenais l'ordi et j'ai quelques images comme ça à ramener, et tout d'un coup s'ouvre un continent. Tu documentes ton réel par l'image. Alors après cette petite boule, c'était ces petits machins, petit Olympus de rien, après je l'ai changé pour celui-là, à moins que ça ait été le contraire d'ailleurs, peut-être que c'était celui-ci le premier, tiens, ça me paraîtrait plus logique. Celui-ci il est plus compact, plus lourd.
Et là, dans la carte SD qui était ici, ce qu'il y en a plus dedans, mais je sais qu'on pouvait mettre 16 ou 32 images, des images qui faisaient 156 KO, et ces images, ben ensuite, on les transférait sur l'ordinateur, et puis là, ben, on a eu des logiciels, et bon, il y avait Photoshop, qui était une usine à gaz, pas pour les amateurs, mais il y a toujours eu des petits logiciels outils pour sortir les images, et quoi en faire? Eh ben, les publier sur le site. Alors moi, ça a commencé en 2002, que j'arrivais à mes 50 balais. Ça veut dire que jusqu'à mes 50 balais, c'est pas la question qu'il n'y ait pas d'image, y compris il y a toujours la vie familiale, les appareils, etc. Mais c'est pas moi qui étais chargé de ça. Donc de temps en temps, je pouvais faire une photo de famille. Et heureusement qu'on l'a, ces traces, ces albums et tout ça. C'est une autre question. C'est-à-dire que maintenant, ces albums qu'on fabriquait année par année, qui sont le témoignage familial, je ne parle pas d'histoire personnelle, c'est des paramètres sociaux pour tout un chacun, ben, les mêmes qu'on photographiait autrefois et qui, eux, stockent là du WhatsApp. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même valeur symbolique? Est-ce que la question là de la trace image et tout ça, c'est des questions, je pense, qui sont pas encore suffisamment... Donc ça veut dire que en 2002, j'avais publié mon livre en 82, ça veut dire que, disons qu'il y a 20 ans de ma vie de travail, de mes 50 balais à mes 70 ans, qui est documenté, c'est-à-dire là où je vais, qui je rencontre, les lieux. Par exemple, quand on fait des lectures avec Dominique Pifarelli, ben lui, il m'a appris ça, ses heures de concentration dans la loge. Ben lui, il joue du Bach, il joue du Britten de mémoire, tout ça. Et puis, pendant ce temps-là, moi, ma concentration, c'est de prendre l'appareil puis d'aller photographier les plantes vertes, les trucs, les bureaux, les machins. Et ça aussi, pour moi, c'était... important, quoi. Je me souviens par exemple de ce livre Paysage Faire 2002, c'était juste à la frontière. Alors là, oui, j'ai eu justement avant le numérique une pratique, c'est-à-dire je crois que j'en ai encore un dans un tiroir, là encore que j'ai jamais donné à développer. J'avais un protocole. Protocole, c'était j'allais à Auchan, j'achetais cet appareil, ces petits appareils jetables, je les prenais au format panoramique, c'est-à-dire en gros un 16:9 plutôt qu'un 3,5. Et ça me donnait droit à je crois une vingtaine, ouais, quelque chose comme ça, de photographies par pellicule. Et tout le long du trajet Paris-Nancy, je savais que j'allais toujours refotographier cette usine à chaux ou ce petit cimetière juif à l'entrée de Toul. Et quand je revenais en début de semaine, je ramenais mon petit appareil jetable à Auchan, et je revenais 3 jours plus tard, j'avais les photographies. Et ça me plaisait bien parce que, je dirais, elles sont en ligne aussi. Si vous cherchez Paysage Faire sur Tire-Livre, vous allez retrouver tout ça. Mais je dirais que cette qualité-là, comme les Polaroids, cette espèce de jeu de couleurs, de flou, de mauvaises conditions, donnait à ces photos une qualité plastique. Et moi, évidemment, la qualité plastique, ça n'intervenait pas. Le livre fonctionnait sans. Et on a fait un autre livre, 15021, avec un ami niçois, Lamourier. Et dans ce petit bouquin, c'était des photographies noires et blancs de Jérôme Schlomoff, et moi écrivant sur ce que c'était que photographier. En 40 ans de boulot, il y avait plein de textes avec les photographes. Mais c'est peut-être juste ça. À partir de 2002, je me souviens, ma première sortie, ça avait été à la Machine à lire à Bordeaux. On faisait une soirée lecture avec Pierre Bergogneau. Et donc la première photo que j'ai faite avec ce petit machin, c'est une photo de Pierre Bergogneau. Ça aussi, je pense qu'elle est en ligne sur mon site, parce que j'en ai 18 000. Mais 18 000 photos qui documentent mon parcours, ma vie professionnelle, mais 0 de 1982 à 2002. Après, il y a d'autres choses. Par exemple, en 2015, je commence à me risquer dans la vidéo, dans les blogs. Il y a plusieurs voyages que j'ai faits. Hein. Par exemple, 2 semaines à Tel Aviv, où je n'ai fait que des mauvaises vidéos. Non, je les assume. Mais là, moi,
qu'est-ce que me donne à réfléchir, à revoir le fait de disposer dans un disque dur de cette documentation qui, puisqu'on en fait autant qu'on veut, c'est-à-dire que je reviens d'une balade à New York, un dimanche je regardais une journée de balade à Brooklyn, Red Oak de Lovecraft et tout ça, tu reviens avec 400 ou 450 ou 500 images. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais cette documentation, elle devient une base de données. Mais cette question de la base de données, elle aussi, numériquement, elle signifie. Alors, c'est-à-dire si je disposais, pour les 20 premières années de ma vie professionnelle en tant qu'auteur, attention, de 1982 à 2002, de la même documentation que j'ai pu constituer pour les années 2002 à 2022. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça apporterait? Compte tenu aussi que les images évoluent techniquement. Si je regarde aujourd'hui les images en 2005-2006, et ça par contre, ça c'est des questions. C'est-à-dire la question de l'autorisation intérieure. C'est-à-dire, je pense souvent à l'année Québec. On part en 2009, on revient en 2010. Donc évidemment, une prise de connaissance du continent américain que je n'avais pas eu auparavant sur une telle durée. Et effectivement, là, dans ma doc, il y a 3000 ou 4000 photos. J'y reviens souvent. L'usine de pâte à papier de Québec. Je l'ai sur les 4 saisons, et puis tout plein d'angles. Et puis j'apprenais aussi ces questions de photographie sérielle. Mais qu'est-ce que j'avais? J'avais déjà un petit Lumix, mais pas un réflexe, un boîtier bridge. C'est-à-dire, ah oui, tu passes au bridge, mais l'apprentissage du réflexe, tout simplement, position A, position M, régler tes ISO ici, et puis régler ta focale ici, ta balance de blanc, ça, je continue de pas savoir trop m'en servir. Non, c'est de dire, je me tolère la photographie, à condition d'avoir un outil qui soit pas à la hauteur. C'est-à-dire, si je veux des trucs qui sont de l'ordre du réflexe, c'est mes copains qui utilisent des réflexes ou des reléflexes, qui est l'opposé. Eux, ils savent, et moi, j'entre pas sur leur plate-bande. Moi, je documente, et donc, c'est avec mon bridge, et tant pis s'il a une tâche sur le capteur que je changerai après. Justement, c'était les premiers téléphones. Toute l'année 2010, j'avais c'était peut-être mon premier iPhone, donc des photos qui étaient vraiment rien du tout par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, même avec ces petits engins-là. Mais je sais plus la peine d'avoir un bridge, puisque j'ai un iPhone. Ensuite, j'ai remplacé par un petit Canon G12, qui était un petit machin là, qui ressemble à ça, des petits compacts là, avec un tout petit zoom. Mais pareil, je me suis pas autorisé à dire. C'est seulement en 2013 que j'ai fait le pas. J'ai acheté un petit Canon. Alors, je sais plus le numéro, truc 500, je sais pas quoi. Pas d'importance, ça va pas chipoter là-dessus. Puis après, ça a été se dire, oui. Si tu as après un réflexe, peu importe, que ce soit un APS-C, un plein format, un machin, un truc, ouais, mais tu as les fonctions manuelles, les fonctions réglage. Longtemps, j'ai eu des zooms, et puis maintenant, là, je me contrains, j'ai 3 objectifs fixes, un 18, un 24, un 35, et c'est tout. Bon, ça rentre dans des trucs qui sont pas intéressants en tant que tels. Se dire aussi, est-ce que l'appareil lourd, qu'est-ce qui me change par rapport à ce truc-là? C'est-à-dire la question de cadre, par exemple, je me sers jamais des petits viseurs, je sers toujours, justement, puisque j'ai appris sur le numérique, mais moi je cadre toujours extérieurement, mais après tu te dis, oui, mais ça me permet de travailler en général comme ça, c'est-à-dire que je reconstitue sur ces appareils-là la position de visée verticale, qui est celle du Rolleiflex de Jérôme Schlomhoff. Alors c'est plein de questions, on va les travailler en écriture, mais c'est des questions pour moi, c'est-à-dire ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que je rentre dans ces questions, ça redifracte dans tous les sens. C'est-à-dire, oui, j'ai une grosse documentation, dont les 3/4 servent à rien, mais est-ce que pour autant, je deviens photographe? Non, parce que même si maintenant je sais faire, c'est-à-dire j'anticipe mentalement ce que je veux devenir, l'image
que je vais réaliser. Et une fois qu'elle est cadrée dans la tête, qu'elle est séparée du réel, ça me dit aussi, ça veut dire qu'il faut que tu règles ça à ça, ça à ça, ça à ça. Et l'image se fabrique mentalement avant d'être, de venir dans l'appareil. Pour autant, est-ce que jamais je m'installe dans une réalisation photographique? Mon copain Franck à Évry qui me dit « Et si on exposait tes photos ?» Et la réaction, ça a été tout de suite une rétraction. Dire non, il n'y en a aucune qui est digne de devenir tirage. Je sais ce que c'est un tirage. Je sais ce qu'ils faisaient les étudiants à Cergy quand ils passaient 4 heures là, pour fignoler leur petit masque là, sur Lightroom, sur la moindre photo. Moi, c'est pas ça. Il faut que ça publie, là, justement, comme là, le vlog d'un pro vidéo, il passe immédiatement sur YouTube et je continue sur autre chose. Or, c'est une situation quand en écriture, qu'est-ce que ça nous induit en retour? C'est-à-dire que le court-circuit, l'écriture, la force, la vitalité de l'écriture, est-ce que c'est réservé à ceux qui sont écrivains? Est-ce que dans nos ateliers, on travaille une technique qui soit justement l'écluse qui s'ouvre lentement vers une écriture? Non, certainement pas. Personne d'entre nous pour tomber dans ce piège-là. Et par contre, le travail harassant, le travail bête, le travail, j'allais dire musculaire aussi, qui est de fabriquer des intuitions littéraires, la lecture, de concevoir la question du livre à partir, là, ses intuitions, et d'aller jusqu'au bout de sa réalisation. Est-ce que ça nous donne une spécificité telle que par exemple, un musico sait le faire, mais un musico sait utiliser Pro Tools ou ces choses-là pour travailler du son et parvenir un as dans sa matière. C'est-à-dire que dans un travail pluridisciplinaire, qu'est-ce que c'est beau de travailler en équipe, justement, parce qu'il y aura celui qui travaillera l'image, celui qui travaillera que la question qui saura s'occuper uniquement de sa caméra, des machins, d'ajuster le point focal sur le petit bout du nez quand on a travaillé nos documentaires à Fos-sur-Mer et tout ça. Et puis toi, où justement ça te libère pour dire, moi, j'ai la même responsabilité, mais pour le texte et dans le texte. Qu'est-ce que ça nous ouvre aussi pour l'écriture de penser ça? Voilà, tous ces machins-là qui dansent en permanence, alors que pour moi désormais, c'est ça qui est fascinant, là. Ces questions de blog, de YouTube et de vidéos. Comme sur la question du statut de l'image dans le site. C'est-à-dire que tu ne peux plus concevoir ton intervention en dehors de cette logique de l'image, y compris quand tu travailles dans la profondeur silencieuse du texte sans image. C'est la question de ne jamais comprendre. Là maintenant, c'est le bord terminal de l'âge. Tu peux passer autant de temps dans le refus de la photographie. C'est pas simplement le fait que tu as pu assister à la lente progression de tous ces appareils, y compris de logiciels comme Lightroom,